Donc voilà, bonjour à tous. Merci d'être venus en ligne aujourd'hui pour cette présentation, ce petit webinaire consacré donc à trois sujets qui ont été annoncés durant l'Ignite de Microsoft cette année, à savoir Windows Server 2022, Windows 11 et avec un lancement qui a démarré ce lundi, Windows 365. Donc l'idée un petit peu, c'est de pouvoir avoir une vue d'ensemble, d'accord, de pouvoir découvrir un petit peu qu'est-ce qu'il y a en fait derrière ces produits, qu'est-ce que ça apporte réellement comme changement par rapport à ça, et de pouvoir peut-être pour certains anticiper un petit peu certains changements qui pourraient être utiles dans leur organisation. Alors pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de me connaître, donc je m'appelle Michel Aguilera, je suis formateur, consultant, un peu plus de 25 ans d'expérience dans les différentes solutions d'infrastructure et depuis l'avènement du cloud, l'un des premiers adopteurs d'Office 365 et Microsoft 365 aujourd'hui. Spécialisé dans tous les outils de collaboration, je donne des cours dans 5 langues et un peu partout à travers le monde. Voilà, ça c'est pour ma petite personne. Donc, agenda, 3 sujets, 3 éléments ayant été annoncés simultanément. Surtout le focus avait été mis sur Windows 11 puisque c'était surtout la partie donc end customer qui était un petit peu la nouvelle, on va dire. Et il y a eu certaines choses qui ont satellisé autour de ça, dont le lancement aussi qui se fera en parallèle de Windows Server 2022. Ce qui va être aussi intéressant, c'est que on a eu quelques pistes, quelques brides qui nous indiquent que, somme toute, ces deux OS, client et serveur, devraient arriver avant la fin de l'année, donc très probablement entre septembre et octobre. Donc on aura les versions définitives disponibles au grand public entre septembre et octobre. Donc ça, c'est à peu près les choses qui nous ont été annoncées. Comme je l'ai dit juste avant, lancement de Windows 365 qui s'est fait ce lundi, qui a été un petit peu la surprise, qui était un petit peu pas forcément quelque chose de très attendu, qui avait été un petit peu annoncé, mais où on ne savait pas trop ce que ça allait être, donc on aura l'occasion de pouvoir voir un petit peu ça. Donc l'idée, c'est de pouvoir pour parler de tous ces trois sujets, avec un petit peu de démo, regarder un petit peu de quoi il s'agit. Alors on va commencer tout de suite par le fameux nouveau système, j'ai nommé donc Windows 11. Donc petite intro de la part de Microsoft.
On voit qu'ils se sont quand même pas mal améliorés pour la partie marketing, hein, il n'y a pas à dire. Alors, Windows 11, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Qu'est-ce qui a changé? Donc, globalement, redesign au niveau de l'infrastructure du kernel, sensiblement différent, parce qu'il n'y a pas de très gros changements par rapport à Windows 10, mais on a certains éléments. Première chose, il est à peu près 30% plus rapide que Windows 10. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'assez intéressant au niveau du lancement. On aura l'occasion de parler après la partie du support matériel que Windows 11 va avoir. Comme vous pouvez le voir, un design où le menu maintenant arrive en étant plutôt basé vers le centre. Donc voilà, on a mis le menu au centre de l'écran. Petite chose aussi, avec des suggestions qui seront associées justement par rapport à votre emploi de votre ordinateur, en ayant les derniers documents utilisés, les associations qui se feront directement par rapport aussi à des informations liées à Microsoft 365. Donc vous allez retrouver la plupart de ces informations au centre même de votre menu démarrer. Bonjour Pascal, j'en profite, puisque je vois qu'on a Pascal qui est arrivé. Donc voilà, globalement, on va avoir ça. Une chose qu'on avait aussi dans Windows 10, c'était le mode adaptatif au niveau de l'affichage. C'est-à-dire qu'on peut avoir donc la notion de thématique avec fond clair ou le fond dark, donc le mode dark qu'on retrouve maintenant aussi dans Windows 11, avec switch automatique entre jour-nuit. C'est-à-dire que quand vous êtes pendant la journée, on aura un thème clair, et le soir, eh bien, on pourra avoir le thème qui passera automatiquement en dark, le cas échéant. Donc on retrouve aussi les widgets de notification sur Windows 11 avec une administration un petit peu plus fine sur la notion je dirais d'interruption pour éviter de se faire interrompre pendant une présentation, ce genre de choses. Donc on va avoir un mode de switch automatique qui va pouvoir être activé là-dessus. On va retrouver bien entendu la plupart des différents modules que l'on peut être en mesure de snapper ou switcher à l'intérieur donc des notifications. Donc le Notification Center est là, un petit peu amélioré. Ce n'est pas une grosse révolution par rapport à ce qu'on avait dans Windows 10. La notion de thématique va aussi venir avec un certain mode de transparence que l'on va avoir, que l'on trouve dans la partie affichage. Donc bien évidemment, si on est beaucoup plus habitué à pouvoir quand même avoir notre menu sur la gauche, je vous rassure, votre taskbar, vous pouvez complètement la customiser comme on l'avait déjà dans Windows 10. Donc là, il n'y a pas de très gros changements. Une chose par contre qui a disparu, au revoir les tuiles. Donc dans Windows 10, si vous voyez un petit peu, donc on a le mode justement qui vous permet de pouvoir justement permettre de pouvoir avoir donc un mode desktop et un mode module. Eh bien maintenant vous allez pouvoir être en mesure justement de pouvoir entrer avec une taskbar comme vous avez pu le voir dans la vidéo qui va s'étirer. D'accord? Et cette notion d'étirement que vous allez retrouver ici dessus, eh bien, c'est ce qui va vous permettre justement de pouvoir avoir je dirais, une adaptation de l'affichage quelque peu différent. Voilà. Mais c'est vrai qu'on ne va pas forcément avoir quelque chose d'extrêmement différent par rapport à ce qu'on connaissait dans Windows 10. Donc c'est vrai que l'expérience utilisateur a été quelque peu modifiée. Certaines mauvaises langues diront ça ressemble beaucoup à du macOS. C'est pas faux. C'est pas faux. Il y a un petit peu de ça là-dedans. On va aussi avoir maintenant des notions de widgets. Des widgets qui sont donc directement évocables, on dirait, avec un simple bouton, dans lequel on va pouvoir être en mesure d'avoir toutes sortes de rajouts comme la météo, les nouvelles, les informations diverses et variées par rapport à nos centres d'intérêt. Les centres d'intérêt, c'est quelque chose qui est assez important par rapport au moment où on va déployer Windows 11. C'était quelque chose qu'on n'avait pas forcément dans la notion de la thématique Windows 10. On vous déploie un OS et vous prenez ce qu'il y a. OK, et s'il y a des choses que je veux pas, c'est pas grave, tu prends quand même. Donc voilà, c'était un petit peu dérangeant. Dans Windows 11, au moment où on va avoir ce qu'on appelle l'out-of-box experience, c'est-à-dire au moment où on a fini de déployer l'OS et qu'on démarre la première phase, je dirais, de paramétrisation de l'OS, eh bien, on va avoir maintenant certaines questions qu'on n'avait pas dans l'out-of-box experience initialement dans Windows 10 qui vont venir. Bien entendu, toutes ces opérations pour les entreprises sont complètement automatisables, donc on aura toujours le principe de réponse automatique, avec quelques petites variantes, et certaines de ces variantes, autant dans le monde d'entreprise, on est habitué à pouvoir être en mesure d'avoir ça, autant dans le monde des privés, je ne suis pas certain que ça va plaire à tout le monde. Donc j'en reviendrai dessus dans un petit instant. Chose intéressante aussi,
c'est justement cette nouvelle expérience d'affichage avec quelques modifications. Petite vidéo d'intro. Ils aiment bien faire des petites vidéos sympas chez Microsoft. Alors, commençons déjà par une des choses qui a été, on va être honnête, très mal communiquée du côté Microsoft, c'est les specs nécessaires pour Windows 11. Je dirais que si vous avez déjà des ordinateurs Windows 10, dans la grande majorité, vous pourrez tous passer sur Windows 11 sans aucun problème. Une des choses qui a été communiquée et qui a été à mon avis mal communiquée, c'était le support TPM. Donc pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, le TPM est une des puces qui permet justement de sécuriser globalement l'accès à votre ordinateur et qui va stocker, donc c'est une enclave de sécurité, qui va contenir des informations pour être en mesure de crypter votre disque dur. Donc au niveau physique, il s'agit donc d'une protection logicielle qui va venir invoquer un élément matériel pour dire voilà, j'aimerais crypter selon donc un algorithme le disque dur. On parle bien entendu de BitLocker. Ça va aussi venir s'associer avec des éléments liés à la protection de l'identité, notamment si l'on emploie la fonction Windows Hello. Donc Windows Hello qu'on avait connu dans Windows 10, bien entendu, on le retrouve dans Windows 11 avec une expérience un peu plus accélérée en termes de vitesse. On dit exigence TPM 2.0. Yain, pas tout à fait. Oui, c'est fortement recommandé. Si on a une génération antérieure de TPM, donc par exemple avec du matériel un peu plus ancien, donc au-delà de 3 ans en arrière, ça marchera quand même, qu'on soit bien clair. Mais c'est clair que ce ne sera pas optimisé. Donc c'est vrai que par rapport au message que Microsoft a mis, il y a certaines choses qui ne sont peut-être pas très claires de ce côté-là. Minimum 4 Go de RAM, donc bien entendu, ça c'est comme d'habitude, c'est des specs irréalisables. Comptez minimum 8 si vous voulez vraiment avoir une bonne expérience d'utilisation. Je dirais même jusqu'à 16 si on commence à avoir une utilisation avec plusieurs logiciels lancés simultanément. 1 GHz ou plus, bon bien évidemment aujourd'hui on a plutôt tendance à avoir des processeurs qui sont à 2 GHz et au-dessus. 2 cœurs. Minimum 2 cœurs. Ça, par contre, je pense que si on doit préparer justement du déploiement de bureau, il faudra des ordinateurs qui ont minimum 2 cœurs. Mais bon, là, aujourd'hui, c'est quasiment le cas de n'importe quelle machine respectable dans le marché. Donc voilà, 64 bits. Donc on abandonne définitivement toute distribution ou édition 32 bits qu'on avait dans le passé. C'est du full 64. Il y a une petite chose aussi intéressante. Vous avez remarqué que je n'ai pas spécifié sur cette fiche quel type de processeur. Parce qu'il faut savoir qu'on aura une distribution Intel et on aura une distribution ARM. Pourquoi est-ce qu'on a 2 distributions? Tout simplement parce qu'on va se retrouver à potentiellement avoir du Windows 11 sur autre chose que le monde Intel et surtout pour des usages qui vont être quelque peu différents. On avait déjà eu l'occasion de voir typiquement avec la gamme Surface Pro X, avec un processeur maison Microsoft, eh bien on va se retrouver avec quelque chose qui bien entendu devra supporter les Surface Pro X, et bien entendu on pourra donc avoir ce support sur Windows 11 pour ces appareils-là. 64 Go de storage minimum, comptez le double quand même pour travailler de manière confortable, donc 128 Go. Par contre, petite particularité, il faut des écrans ayant une taille au minimum de 9 pouces. Tout écran inférieur de 9 pouces ne sera clairement pas supporté par Windows 11. Pourquoi? Pas eu vraiment une réponse très claire de ce côté-là. Il faut une carte graphique qui soit compatible avec DirectX 12. Ça, par contre, c'est déjà un petit peu plus compliqué parce que pas tous les constructeurs ont fait l'adaptation au niveau des drivers pour supporter DirectX 12. Ça sera potentiellement faisable par le biais de mise à jour firmware, mais c'est quelque chose où justement il va falloir être en mesure de voir par rapport justement à l'assessment matériel que vous aurez lorsque vous passerez sur du Windows 11, certaines particularités vont exiger justement des mises à jour matérielles. Et la partie qui risque de fâcher, il est indispensable de pouvoir avoir, lors de la mise en place, je dis bien lors de la mise en place de Windows 11, une connexion Internet et un compte Microsoft.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit vous avez du Microsoft 365, soit vous avez un compte gratuit Microsoft ID. Quoi qu'il en soit, c'est indispensable. Voilà, c'est la partie, je dirais peut-être le point négatif, peut-être pour le grand public, c'est que ça veut dire que ben voilà, vous voulez ce nouveau OS, vous devez être enregistré chez nous. Je précise que le passage à Windows 11, lui par contre, sera gratuit. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de coût pour passer justement sur le nouvel OS, un petit peu de la même manière que Microsoft nous l'avait présenté lors du lancement de Windows 10. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu, je dirais, les choses qui vont être, je dirais, dans les grandes lignes, ce qui va arriver. Petite précision aussi par rapport à ça, c'est que on a vraiment eu, je dirais, le focus par rapport à ces changements sur 3 points essentiels. Donc, orienté cloud, oui, beaucoup de services qui vont être orientés cloud, vous allez le voir dans un petit instant. Chose importante, le store Microsoft a été optimisé. L'une des grosses communications qu'on a eu droit de la part de Satya Nadella, c'était justement, vous êtes n'importe qui comme éditeur de logiciels, si vous travaillez avec d'autres stores, bah, vous avez payé une commission qui est en règle générale assez importante. Si je prends Apple, c'est 30% de votre chiffre de vente sur le store revient à Apple. Si on regarde le Google Play, on est un petit peu en dessous, on est entre 17 à 20%. On sera en dessous de 15% et dans certains cas, Microsoft a même annoncé qu'elle refuse, enfin elle va renoncer à prendre quelconque commission sur les ventes qu'il y aura dans le store. Donc au lancement de Windows 11, on ne sait pas pendant combien de temps, tous les éditeurs qui accepteront de s'enregistrer dans le Microsoft Store pourront faire des ventes sans avoir à payer la moindre commission à Microsoft. Donc ça, c'est déjà un effet de bombe assez important. Le design au niveau de l'interface utilisateur, voilà, c'est une des petites choses qui sont venues. Et un autre changement, en parlant du store qui est assez important, c'est le support d'Android. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, on va se retrouver avec la possibilité d'avoir des applications Android qui vont pouvoir tourner sous Windows 11. Donc, si vous êtes un utilisateur Android, vous avez peut-être déjà pu voir que dans Windows 10, avec l'application MyPhone, vous pouviez être en mesure de streamer l'affichage de votre smartphone directement dans l'écran de Windows 10. Eh bien, dans Windows 11, on est allé une étape un petit peu au-dessus. On va pouvoir directement installer les applications Android dans l'OS sans avoir besoin du téléphone. Donc, on va se retrouver avec de l'émulation Android, et ce, aussi bien sur processeur Intel que sur ARM. Donc, on pourrait être en mesure d'exécuter des applications Android. Microsoft a fait déjà d'abord un premier deal avec Amazon Store, mais il sera tout à fait possible de pouvoir utiliser des APK, donc le support de fichiers mobiles d'installation des applications Android, et les installer, les exécuter au sein de Windows 11. Ceci étant dit, on va aussi avoir dans Windows 11 un support supplémentaire qui va être possible, qui était déjà le cas dans Windows 10, mais qui va être un petit peu amélioré dans Windows 11, c'est ce qu'on appelle le Windows Subsystem for Linux. Ça veut dire qu'on va avoir une partie Linux qui pourra être en mesure d'être exécutée, sauf que cette fois-ci, ça sera avec le Linux maison. Oui, Microsoft a son propre Linux, il s'appelle CBL Mariner, et il fera partie d'un des paquets que l'on pourra être en mesure de directement installer dans Windows 11 pour supporter justement certaines couches applicatives en dehors de ce qu'on a d'habitude dans les noyaux de type Windows. Donc ça sera une des choses qui sera justement possible avec une intégration directement au niveau de l'interfaçage. Ceux qui savent développer en Android, avec un tout petit effort, pourront être en mesure d'avoir le switch entre affichage en mode mobile ou affichage en mode desktop. Donc le but, bien évidemment, est d'enrichir beaucoup plus l'expérience du store Microsoft et d'avoir en fait globalement la possibilité d'avoir un plus grand public qui va être touché par ce biais-là. La distribution des paquets de ce type Android pourra se faire soit en mode manuel, soit pour ceux qui utilisent des solutions de distribution avec Microsoft Endpoint Manager. Voilà. Petite vidéo pour introduire le sujet concernant Windows 11 et Android.
Donc voilà, assez sympa. J'ai déjà eu quelques personnes qui m'avaient demandé est-ce qu'on pourra faire pareil avec iOS le jour où Apple se décidera à ouvrir ses frameworks à d'autres éditeurs, ce qui bien entendu n'est pas prévu pour tout de suite, comme vous pouvez vous en douter. Alors, je vous ai parlé de l'installation de Windows 11. On va avoir, je vais vous faire donc une petite intro là-dessus, c'est assez rapide. Donc voilà, on retrouve une expérience d'installation initiale de la base OS qui est exactement pareille à Windows 10. Pas de gros changements là-dessus. On va simplement avoir après un élément qui sera important, c'est justement cette expérience out of the box, dans laquelle justement on va pouvoir être en mesure de retrouver, je dirais, certaines choses qui avant demandaient une automatisation. Alors je vais juste voir si je peux, apparemment la partie d'intégration vidéo ici ne s'est pas faite correctement. Alors je vais le faire juste à côté, comme ça je peux vous afficher la chose. Alors, arrêtez la présentation. Là. Et je vais le faire comme ceci. Vous arrivez toujours à voir mon écran? On peut mettre dans le chat si jamais. Oui, oui, tout bon. C'est tout bon, hein, magnifique. Alors, voilà, donc là on peut voir les phases d'installation. Donc là on est vraiment donc sur du load standard, hein, il n'y a pas de grosse différence. Si ce n'est uniquement que vous allez voir, on voit déjà première chose, le logo est un petit peu plus foncé, ouais, sympa. Donc voilà, là on est vraiment sur du standard, rien de bien folichon à ce niveau-là. Ce qui est très intéressant, c'est après, c'est que typiquement on a eu, peut-être vous avez entendu sur Internet, il y a eu quelques fuites. En fait, Microsoft s'est retrouvé face en fait à la distribution un peu sauvage initialement d'une première image ISO de Windows 11 qui était prévue pour les développeurs exclusivement. Cette image était tout à fait fonctionnelle et tout à fait opérationnelle. Sauf qu'il faut savoir une chose, c'est que tout le monde pourrait déjà potentiellement tester Windows 11. Comment? Eh bien simplement dans votre Windows 10, dans les possibilités de mise à jour que vous avez ce qu'on appelle une phase justement de Insider. Et la partie Insider vous permet de pouvoir choisir quel est le flux de mise à jour que vous souhaitez. Et si vous prenez le Insider Developer Mode, eh bien vous pouvez déjà tout de suite aujourd'hui bénéficier d'une version candidate de Windows 11. Alors bien évidemment, on n'est pas encore avec toutes les fonctionnalités qui sont déjà disponibles, hein. Il y a encore certaines choses qui vont venir au fur et à mesure. Donc pratiquement toutes les 2 à 3 semaines, on a quelque chose qui est poussé, des fois même à une autre fréquence. On ne suit pas le même flux de mise à jour que ce que l'on a avec les séquences de mise à jour habituelles pour les versions productives, ce qui est normal. Mais on va avoir justement certaines choses qui sont venues. Dans les changements, eh bien on va le voir tout à l'heure, on a premièrement une modification de la partie interface au niveau de la session login. Ils ont fait un petit changement, une petite amélioration. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, changement du look complet au niveau du Microsoft Store. Donc voilà, typiquement là, si vous regardez, on a fini donc notre base d'installation et on a la première partie du prompt qui arrive. Et dans cette partie prompt, eh bien, voilà, première chose, il faut Internet. Parce que la première chose qu'il va contrôler, c'est est-ce qu'il y a, par rapport à la base OS, déjà des mises à jour à devoir appliquer. Donc il va vous les appliquer au fur et à mesure. Vous rentrez bien évidemment comme d'habitude le type de clavier que vous souhaitez. Donc là on est vraiment avec une interface qui est assez, somme toute assez traditionnelle, pas de gros changements. Toujours possibilité de choisir si on veut donc un clavier alternatif par rapport donc à nos installations. Là aussi encore une fois, rien de neuf sous le soleil. La partie qui va être intéressante, c'est justement, intéressante, c'est un peu frustrante pour certains, c'est le fait de dire, ok, est-ce que vous avez un compte Microsoft? Alors là, bien évidemment, comme dans Windows 10, deux possibilités. Est-ce que c'est un usage à titre privé ou est-ce que c'est un usage à titre professionnel? Et selon ce que vous allez choisir, il va vous dire, ok, vous allez pouvoir justement, être en mesure d'avoir un setup sensiblement différent. Je vais prendre le Personal Use parce que c'était celui qui est le plus, voilà. Donc première chose, il faut utiliser donc un compte public Microsoft. Possibilité d'utiliser des clés de sécurité, donc clé FIDO2 ou des clés de sécurité avec le Windows Authentificator, c'est exactement ce que j'ai là.
Donc, j'utilise un code dans lequel ma policy me dit, OK, ben, je peux utiliser donc l'authentificator. C'est une application sur votre téléphone portable. Vous validez le code, boum, et ça en va en fait simplement rajouter votre ordinateur directement dans l'écosystème de gestion de Microsoft, donc dans le Microsoft ID public. On vous demande de fixer un PIN pour être en mesure de verrouiller ou déverrouiller votre accès. D'accord? Voilà, c'est tout bon. Tu avais une question, Didier? Ouais, c'est pour cette histoire-là de choix, donc personal use ou bien work school. On peut modifier cette base-là après ou bien pas? Non. Là aussi, autre Ok. chose, backup. Possibilité de pouvoir reprendre le backup d'une ancienne machine sauvegardée dans le cloud. Vous pouvez être en mesure de la récupérer directement et de réinjecter dans votre sauvegarde avec les paramètres dans votre Windows 11. Pour la petite question, Didier, il n'est pas prévu de pouvoir changer ça, ils vont le maintenir. C'est aussi pour ça que par rapport à une image centrale unique, ben, on va avoir quelque chose qui sera quelque peu différent. Alors voilà, customisez votre expérience. Vous allez vous en servir pourquoi? Donc vous choisissez, vous mettez les coches ici, et selon ce que vous allez mettre, donc vous aurez les suggestions, voire des applications qui vont venir s'installer directement dans votre Windows 11. Configuration de votre OneDrive en mode automatique ou uniquement donc avec du stockage local, c'est possible. Voilà. Un peu de pub pour vous dire, mais on vous fait un prix spécial pour Microsoft 365 Famille. Vous pouvez, comme vous pouvez, ne pas prendre. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé puisque vous allez le voir tout à l'heure. Pardon. Une des intégrations très intéressantes que propose Microsoft, c'est d'utiliser Microsoft Live, c'est-à-dire l'utilisation des produits Office en ligne gratuitement. Voilà, almost there, voilà, il a fini de s'installer. Voilà, vous voyez en bas à droite, qu'est-ce qu'il y a? Dans la barre de menu, on a le logo Office. Oui, parce que si vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir Office Online. Et Office Online est gratuit, donc on peut parfaitement l'utiliser, et ce, depuis n'importe quel ordinateur, depuis n'importe quel OS. Comme d'habitude, malheureusement, Cortana n'est toujours pas disponible en Suisse. Bon, c'est pas bien grave. Voilà, les widgets sont là, donc voilà, moi je les ai chargés étant dans la région de Berne, bien évidemment, ça vient en allemand. Donc voilà, on retrouve un petit peu les dernières nouveautés. Il prend les flux existants. On a le mode multi-desktop qu'on avait aussi dans Windows 10, avec aujourd'hui, je dirais, une plus grande fluidité dans le passage justement entre les différents bureaux. Donc le Get Start nous explique un petit peu quels sont les changements. Donc ça, c'est justement pour des personnes qui n'ont jamais utilisé du Windows 10 avant. Est-il encore le cas de pouvoir dire qu'il y en a qui n'ont jamais touché Windows 10? Mais bon, voilà. Ça nous explique un petit peu les changements. Voilà, on peut toujours utiliser donc le téléphone Android sur le PC. On peut faire nos appels de téléphone sur PC et en fait, ça renvoie la demande de connexion sur le téléphone Android qui se trouve à côté. Et puis donc, bien évidemment, on a toujours le Tips pour être en mesure d'explorer quels sont les changements et les améliorations. Là, on retrouve un mécanisme qui était déjà présent dans Windows 10. À chaque nouvelle mise à jour, le Tips sera updaté avec les changements que vous pourrez être en mesure de consulter. Donc voilà la partie Office Online, comme je vous le disais. Et là, vous retrouvez, donc il vous dit, voilà, vous pouvez utiliser la version gratuite avec 5 Go de stockage gratuit et commencer à créer des documents que vous pourrez aussi stocker localement. Donc si vous voulez stocker ou créer des documents Office, vous pouvez les stocker sur votre ordinateur et c'est totalement gratuit. Et Windows 11 fera l'association pour être en mesure de les éditer avec Office Online. Ce qui veut dire que on est en train d'arriver à quelque chose peut-être que ceux qui ont utilisé Chrome OS ou les Chromebooks connaissent, c'est l'utilisation des logiciels en mode en ligne sans avoir nécessairement besoin de les installer physiquement sur l'ordinateur. Donc à quelque part, vous avez Windows 11, il se suffit à lui-même, quelque part. Okay, donc on retrouve donc un nouveau look and feel. Merci Internet Explorer, il est plus là, c'est Microsoft Edge. D'accord. On retrouve ici bien entendu aussi la possibilité de pouvoir customiser un petit peu l'expérience de notre utilisateur par rapport aux mises à jour. Donc quand vous cliquez dessus, voilà, on fait le setup du device. Donc là, comme vous êtes en train de le voir, je suis en train de le faire tourner dans une machine virtuelle. J'ai ici sur le côté, j'ai installé ça aussi sur ma Surface. Donc j'ai ma Surface Pro ici, c'est une Surface Pro 6 qui tourne avec Windows 11 sans aucun problème. Donc voilà, là il propose même un rabais de 50%, je crois, pour ceux qui veulent, voilà, vous avez vu, se connecter, et puis voilà, boum, super.
Voilà, donc là je suis en ligne. Et la première des choses quand on installe la candidate release qu'on avait sur Internet de Windows 11, c'est d'aller faire un Windows Update. Donc bien évidemment, ça vous connaissez, on fait toutes les mises à jour avant d'installer quoi que ce soit. Petit redémarrage. Et voilà, ça c'est l'écran de login avant les mises à jour. Donc voilà, là je rentre mon PIN code pour me connecter. Et vous allez voir que dans la candidate release suivante, donc là justement la insider preview, donc celle qui est officielle, donc là on va avoir encore un petit reboot. Voilà, je redémarre. Voilà, nouvel écran de démarrage. Vous voyez, on sent il y a sensiblement quelques petits changements au niveau de l'aspect, pas énorme, c'est pas grand chose, mais enfin voilà. On a à ce moment-là, par contre, une chose qui arrive, c'est qu'on va avoir une régénération de certains paramètres dans le profil utilisateur local qui risque au départ, donc lors du premier lancement, de ralentir un tout petit peu, mais juste au démarrage. D'accord? Et c'est juste une fois. Donc voilà, ça c'est la première partie de ce que l'on avait au niveau justement donc de l'installation, donc la base de setup de Windows 11. Ouais, c'est relativement simple comme vous pouvez le constater. Une chose qui va être intéressante aussi, c'est que vous allez vous retrouver avec certains autres éléments qui vont être assez sympas à voir. J'aimerais juste pouvoir vous les montrer ici. C'est avec l'utilisation du store. Alors, je vais juste revenir en arrière un tout petit coup. Partager mon écran. Voilà. Alors, de nouveau ici, donc voilà, vous voyez mon écran. Sur le slide, donc voilà, ça, c'est le nouveau look and feel que vous allez avoir au niveau justement du store Microsoft. Là-dedans, ce que vous allez avoir, donc sur la menu de gauche, on va retrouver les différentes sections. Donc, on retrouve les jeux, les applications gratuites, les divertissements. Et on va avoir une particularité, c'est qu'on va pouvoir être en mesure de voir aussi les applications qui seront Android. Donc, si vous avez un compte, vous pouvez ouvrir gratuitement un compte auprès du Amazon Store. Les applications Android apparaîtront là-dedans. Néanmoins, si vous avez des APK, vous pourrez les exécuter et ils apparaîtront dans votre librairie. Donc, c'est le bouton que vous voyez en bas à gauche. Et vous verrez donc les logiciels que vous avez installés en mode Android. Pour le moment, la release actuelle ne permet pas encore ça. Donc, ça sera une partie d'émulation. C'est quelque chose qui devrait arriver dans les mises à jour qui devraient se présenter sur Windows 11 ces prochaines semaines. Donc, c'est juste à titre d'indication que je voulais vous afficher ça. Voilà. On peut repartir sur là où je m'étais arrêté juste avant. Alors voilà. Boum, voilà. Donc on a vu la mise à jour et l'installation Windows 11. Donc voilà, ça c'était la première partie, l'introduction avec les dernières updates concernant Windows 11. Ce qui m'amène à l'OS suivant, Windows Server 2022. Je dois dire que j'avais un petit peu hésité au départ de mettre Windows Server 2022 parce que, on va être honnête, depuis que Microsoft a lancé Windows Server 2016 et 2019, je sors souvent cette blague dans mes présentations, c'est 2016 qui va dans un pub, il se prend les pieds dans le plat et il tombe. Il se relève, ça s'appelle Windows Server 2019 parce qu'en fait, globalement, qu'est-ce qui a changé? Relativement peu de choses. Les gens qui maintiennent des infrastructures on-premise ou en mode hybride, c'est pourquoi? C'est pour être en mesure d'avoir un support de la part de Microsoft sur le long terme. Donc, on fait des updates OS simplement pour continuer à avoir du support pour les mises à jour de sécurité ou pour des besoins applicatifs. D'accord? Dans Windows Server 2022, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose, mais avec quelques petites améliorations. Donc, on va avoir en fait quelque chose qui devrait arriver dans la deuxième moitié du quarter 2021. Donc, normalement, comme j'ai dit, entre septembre et octobre, on devrait pouvoir avoir une candidate release définitive et utilisable justement donc sur l'ensemble des infrastructures actuelles. Si vous avez du 2016 ou du 2019, vous pourrez passer en 2022 sans aucun problème. Pour du 2012, il y aura quelques petites améliorations à devoir apporter, notamment dans le monde des machines virtuelles.
Alors Microsoft a annoncé un total de 10 grosses modifications qui ont été apportées dans Windows Server 2022, à savoir la notion de cloud hybride. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'aujourd'hui, quand on installe, c'est déjà le cas depuis 2016, et puis ça a été simplement amélioré ou changé au fur et à mesure du temps, mais on va de plus en plus vers des infrastructures de type hybride. C'est-à-dire qu'on va avoir certains services que l'on a on-premise, eh bien on va les retrouver avec la possibilité de les sécuriser pour avoir une partie aussi qui va aller dans le cloud, dans Azure. Exemple, ce que j'aime bien employer, c'est typiquement la partie des file servers. On va pouvoir avoir ce qu'on appelle de la déduplication avec de l'utilisation des storage Azure avec du Windows Server 2022. Donc, on va créer un file server et on va dire j'aimerais le sécuriser. Très bien, tout ce qui s'inscrit là-dessus, je fais un doublon automatique sur une partie file server qui, elle, sera accessible depuis Azure. Le stockage Azure peut être monté comme du stockage local. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez intéressant. L'Hyper-V Manager a été amélioré. Pourquoi? Prise en charge de tout ce qui sera containerisation native, avec soit les fameux modules Docker, soit la possibilité de pouvoir employer Windows Server Nano. Pour ceux qui n'ont jamais touché Nano, Nano est une version très allégée de Windows Server qui va vous permettre, donc il n'y a pas d'interface graphique, ça ressemble un petit peu à du Core Edition, mais c'est même encore plus léger que du Core Edition, et qui est dédié pour l'installation de microservices ou pour contenir justement le nécessaire afin de faire exécuter une application dans un container de type Microsoft. Donc ça vient un petit peu en concurrence, par exemple, avec les images Docker que l'on connaît, qui elles sont plus traditionnellement basées sur des distributions de type Linux. Pas de problème, on aime les deux, on peut être en mesure d'en générer des deux de ce côté-là. Support de Kubernetes pour Windows Server 2022 au sein d'Hyper-V Manager. Donc ça aussi, c'est une des améliorations qui a été proposée. Le Secured Core Technology, ça c'est quelque chose, justement, c'est un des facteurs qui a été amélioré dans Windows Server 2022, c'est la sécurité. Là, on s'est fortement inspiré de ce qu'on avait déjà un petit peu vu dans Windows 10, qui était, je dirais, quelque chose que vous aviez déjà peut-être eu l'occasion de voir avec certains services hybrides, notamment avec des services qui sont dans l'environnement Azure et Microsoft 365. Sauf que là maintenant, on va les avoir au sein de Windows Server 2022 et on va pouvoir les administrer. Première des choses, c'est je peux isoler une partie du noyau de Windows dans ce qu'on appelle un bac à sable et je vais pouvoir en fait en faire tourner plusieurs copies simultanément dans la même session. Ça peut être assez utile, soit pour être en mesure de mesurer l'impact que peut avoir une application quand vous l'exécutez sur votre serveur Windows, soit pour se dire, OK, là j'ai une application, je ne sais pas trop ce qu'elle fait, je me sens pas à l'aise de la faire tourner dans un environnement productif, j'ai pas forcément envie de pouvoir la faire dans une machine virtuelle, je vais créer une bac à sable de mon kernel, donc une copie du kernel qui va continuer à tourner à côté. C'est clair que ça va vous demander de consommer des ressources, mais par rapport à ce que faisait déjà Windows Server au préalable, c'est un gain non négligeable de ressources que vous pouvez être en mesure d'avoir, notamment pour l'administration. Alors, des améliorations aussi dans le monitoring au niveau des performances. Une partie qui est assez intéressante, c'est la migration de storage. On avait déjà dans Windows Server 2016 et 2019 la possibilité de migrer très facilement des file servers, donc des partages d'un serveur à l'autre sans interruption. Et maintenant, on est allé un petit peu au-dessus. Microsoft a signé des accords pour être en mesure de superviser les migrations de storage, donc d'un storage point à un autre, et ce, sans interruption. Ça veut dire qu'on va basculer de l'un à l'autre de manière totalement native. Avant, il fallait du support matériel constructeur dédié. Aujourd'hui, on peut être avec deux constructeurs totalement séparés et c'est l'OS qui va vous assurer la migration de vos différentes LUN ou des différents volumes que vous auriez montés. Quelle que soit la technologie, que ce soit du iSCSI, du Fiber Channel, aucun problème, ça sera pris en compte. Des nouvelles possibilités au niveau SMB. Donc depuis 2019, on a du SMB 3. Et on a eu quelques petites choses qui sont arrivées, mais qui n'avaient pas vraiment été bien exploitées. Je vais en fait vous démontrer tout à l'heure. Je pense que c'est une des plus grosses améliorations, quoi qu'il faut avoir justement des cas de figure pour l'utiliser. C'est non seulement la notion d'encryption du SMB3, mais une énorme accélération dans les transferts de données, notamment entre l'environnement serveur et les postes clients, chose qui, jusqu'à maintenant, posait un peu problème. Les fonctionnalités de disaster recovery, différents niveaux de protection, notamment sur les réseaux virtuels, et l'intégration native de Edge.
Tout ça, vous allez me dire, c'est bien joli, mais concrètement, qu'est-ce que ça apporte dans la vraie vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va justifier le fait de passer d'un 2016-2019 à 2022? Je dirais pratiquement les mêmes raisons, les mêmes motifs qui vous ont poussé jusqu'à maintenant à maintenir votre parc, essentiellement pour des questions de maintien sur la notion de sécurité. Je pense que ça sera le mot-clé par rapport aux infrastructures hybrides. Donc, du multilayer au niveau sécurité, au niveau kernel, comme je vous l'ai expliqué, au niveau applicatif et au niveau réseau. Donc, réseau physique et réseau virtuel. Donc, quand vous construisez des choses avec des environnements de type Hyper-V. Beaucoup plus de possibilités hybrides et une gestion applicative beaucoup plus importante, beaucoup plus flexible. Pour ceux qui travaillent avec des serveurs IIS, on a la partie Application Platform qui a été mise à jour et on a maintenant du déploiement de templates applicatifs qui a été fortement amélioré dans la nouvelle version de la gestion ASP sur IIS. Donc ça, c'est typiquement quelque chose d'assez sympa. Pour ceux qui attendent SQL, on va aussi avoir une version SQL Server 2022, modification essentiellement pour des gens qui sont avec du Azure Stack, comme par exemple 48 Tera de RAM supporté. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de 48 Tera de RAM? Oui, oui, ça existe, ça existe. 64 sockets, donc jusqu'à 2048 processeurs logiques, et quelque chose d'un peu particulier qu'on appelle le confidential computing. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire à discrétion des groupements de processeurs, donc on arrive vraiment à avoir de l'utilisation préemptive des processeurs, et de faire des allocations par mode applicatif. Donc ça, c'est une des choses justement qui est intégrée dans 2022, avec la possibilité d'isoler certains processus, pour éviter justement typiquement les fameux blue screen of the death. Blague à part, on peut déjà même enterrer les fameux écrans bleus de la mort. Ce ne sont plus des écrans bleus. Depuis Windows 11 et dans Windows Server 2022, messieurs, ça sera des écrans noirs. Avec un petit QR code que vous pourrez scanner afin de pouvoir être en mesure de retrouver pourquoi ça s'est planté. Voilà. Est-ce que c'est utile? Ben, vous le verrez bien si une fois vous trouvez face à ce cas. Moi, ça fait longtemps que j'en ai plus. Au niveau de la sécurisation, un autre point, donc au niveau du transport layer, donc typiquement c'est ce que j'expliquais avant avec la partie SMB. Le Secure DNS, on l'avait dans 2019, il a été quelque peu amélioré aussi dans 2022. Donc ça fait un petit peu partie, je dirais, dans l'ensemble, les choses qui ont été améliorées. Et une des choses dont justement je veux parler par rapport à la sécurité, c'est aussi l'aspect administration. Microsoft nous a annoncé un produit qui s'appelle Admin Center, qui est gratuit, qui est téléchargeable sur le site de Microsoft, et que vous pouvez utiliser pour administrer un grand nombre d'objets Microsoft, que ce soit du Windows Server, mais aussi des desktops. Et maintenant, on peut aussi administrer de manière hybride des ressources dans Azure. Alors, pourquoi est-ce que je vais faire ça? Pour éviter de pouvoir nécessairement toujours me connecter sur Azure pour gérer mes choses. Si je suis en hybride, eh bien, j'ai besoin d'une console qui est capable d'avoir un pied dans les deux mondes. Et c'est typiquement la raison d'être de Admin Center. Donc Admin Center, vous allez le poser sur un serveur dans votre infrastructure et vous allez pouvoir être en mesure de gérer tout ce que vous voulez, y compris des éléments tiers comme par exemple des éléments constructeurs. Donc les constructeurs jouent le jeu et fournissent des applications qui vont venir se snapper dans la console d'Admin Center. Donc ça, c'est quelque chose d'assez sympa. On a toute une série d'améliorations avec la dernière version qui est sortie actuellement. Il y aura un très gros update qui va arriver en octobre 2021 avec les intégrations comme NetApp qui vont permettre justement de faciliter les migrations de storage directement depuis la console Admin Center. Pour ceux qui veulent être en mesure d'alléger en fait le footprint de leur serveur, par exemple si vous utilisez des versions Core, eh bien pour ceux qui ont déjà déployé du Core, c'est pas d'interface graphique, c'est de la ligne de commande pour la partie serveur. Je veux une interface agréable et surtout très complète. Alors vous allez adorer Windows Admin Center parce que c'est l'interface idéale pour gérer justement des Core éditions. D'accord? Interface graphique accessible depuis partout puisque c'est en fait basé sur du web. Alors pour ceux qui connaissent le Server Manager de Windows, vous allez me dire mais pourquoi est-ce qu'ils ont réinventé la roue? Tout simplement parce que Server Manager, vous deviez vous connecter physiquement sur ce serveur-là. Tandis que là, en fait, vous allez avoir une passerelle web HTML5 qui va fonctionner sur toutes les machines en simultané et avec bien entendu la sécurisation qu'on peut être en mesure de souhaiter. C'est compatible FIDO 2, c'est compatible Windows Hello avec des caméras adaptées et bien entendu avec les crédentiels hybrides, soit Active Directory, soit avec Azure Active Directory si vous placez votre console dans le cloud. Parce que oui, on peut aussi placer tout à fait cette console dans le cloud et après s'interconnecter
avec des ressources aussi bien dans votre environnement on-premise que dans le cloud. Donc ça, c'est une partie assez sympa. Un des éléments justement qui existe depuis un petit moment mais qui n'a jamais vraiment été exploité correctement et qui a été fortement amélioré, c'est la partie SMB. La notion de compression SMB existe depuis Windows Server 2019, plus spécialement depuis la version 20H2. Donc c'est quand même relativement récent. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que SMB over QIC, c'est Quick UDP Internet Connection. Ah, de l'UDP. Oui, parce que jusqu'à maintenant, on faisait du TCP. TCP 445 pour être plus précis. Donc du coup, on a changé un petit peu l'approche pour être en mesure de permettre du routage au niveau des accès SMB. Du routage, me direz-vous. Eh bien, c'est justement la partie assez intéressante que l'on va être en mesure de voir maintenant. Quelles sont les améliorations que l'on a au niveau justement du storage? Donc ça, je vais voir si maintenant mon slide fonctionne correctement. Et apparemment pas. Bon, alors, je vais reprendre ici mon PowerPoint. Et je vais le faire à l'ancienne. Voyons voir où est-ce qu'il est. Boum. Voilà. Alors, donc vous voyez ici la fenêtre d'un Windows Admin Center. Je vais aller dans la section donc justement fichiers et partage. Donc on retrouve en fait exactement le contenu qu'on a l'habitude de pouvoir avoir. Donc le disque C et les différents partages générés. Vous allez voir que certaines des modifications qu'on est censé devoir avoir, comme par exemple l'accès en mode offline, c'est-à-dire le mode cache, est disponible ici dessus. L'autre chose aussi, c'est que pas mal de ces manipulations, en règle générale, eh bien, vous devez le faire à travers du PowerShell, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Là, tout se fait à travers cette interface graphique, donc c'est beaucoup plus commode. Là, par exemple, je vais créer un nouveau dossier partagé. Je tape un nom, je mets Submit, il est automatiquement généré, je le vois, et quand je commence à éditer les propriétés, c'est là où ça devient sympa, je peux être en mesure de pouvoir être en mesure de définir les permissions par groupe ou par user, Active Directory ou local, extrêmement facilement, avec une recherche indexée qui est extrêmement rapide aussi. À partir de là, je peux être en mesure de mettre des critères et appliquer ça donc sur plusieurs objets de l'environnement AD. D'accord? Possibilité de pouvoir modifier donc les contrôles d'accès au niveau du partage directement depuis là, activer ou non le mode offline. Et si je vais dans la partie Advanced, on va pouvoir être en mesure d'activer la notion d'encryption. Vous voyez, SMB Encryption. Si je veux une partie encryption full, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, outre l'encryption que je peux avoir avec du BitLocker, je peux avoir une encryption différente pour mes partages. Qu'est-ce que ça m'apporte? C'est que ça me permet de pouvoir également établir un mot de passe supplémentaire, donc à un deuxième niveau, pour ces utilisateurs-là qui pourraient accéder là-dessus. Pour bien entendu être en mesure de supporter ça, il faut avoir le support SMB3, ou du moins être en mesure d'avoir des postes clients qui le supportent. Et c'est disponible depuis Windows 10. Donc, bien évidemment, il faut minimum être avec du Windows 10 ou prochainement Windows 11 pour être capable de bénéficier de ces avancées en termes de sécurité sur les notions de partage de vos file serveurs. Petite chose aussi, c'est au niveau de la compression. Là, je suis en train de vous montrer une vidéo d'un fichier de 10 Go que je suis en train de transférer à travers une connexion gigabit. Donc là, vous voyez, j'ai un taux de compression 0. Vous voyez que au niveau de l'Ethernet, ça me bouffe énormément de bandes passantes. Donc transfert sans compression. Je vais accélérer un petit peu la vitesse par rapport à ça. Donc je fais un time-lapse. Et vous voyez, donc voilà, on va regarder le temps qui est nécessaire pour transférer un fichier de 10 Go de cette taille-là à travers un réseau Ethernet en mode traditionnel en utilisant du robocopie. Donc là, c'est du transfert, par exemple, d'un data center à un autre, d'un storage à un autre. Voilà. Il m'a fallu 2 minutes et 3 secondes pour être en mesure d'effectuer ce transfert. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais, donc voilà, là j'ai le fichier, donc je vais le supprimer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais activer le mode de compression au niveau du serveur. D'accord? Donc je relance ma commande robocopie, sauf que cette fois-ci, je vais lui mettre le paramètre compresse. Et j'active. Et là, il n'y a pas de timelapse. Regardez à droite, CPU, il n'y a rien, c'est flat. Regardez la partie Ethernet, ça ne bouffe que dalle. Le taux de transfert est juste hallucinant. Et regardez, le même fichier, la même taille, on a quasiment au bout. Boum, 23 secondes. Donc, sans compression, 2 minutes, avec compression, quelques secondes, pour être en mesure d'effectuer le même transfert.
Donc, ça, c'est intéressant parce que ça va nous permettre d'accélérer les échanges. Typiquement aussi, dans les échanges qui vont être importants, c'est quand on doit être en mesure d'établir une présentation via FQDN. Donc, si je suis en train de me connecter sur un partage Azure, eh bien, voilà, je suis obligé d'avoir un VPN ou d'avoir une connexion, je dois taper mes crédentiels. Si j'ai oublié de mettre le VPN, ben, qu'est-ce qui va se passer? Au moment où je me connecte, il mouline avec, bien évidemment, des problèmes au niveau de l'accès. Voilà. Tandis que si on active le QIC sur un Windows Server 2022, donc là derrière on a mis un Wireshark pour être en mesure de voir ce qui se passe. Je m'authentifie donc avec des crédentiels Azure sur mon tenant au niveau de l'accès de partage. Donc là je remets de nouveau donc mon username, mon mot de passe. Et avec le QIC, donc là on passe non plus en TCP mais en UDP. Voilà, donc là mon partage est populé. On voit bel et bien donc que c'est le lien d'accès pour un volume blob sur Azure. Par contre, si on regarde ici dans Wireshark, ben vous allez vous rendre compte, là voilà, on a le protocole qui est maintenant du QIC, donc de l'UDP. Et jusque-là, c'était clair. À partir du moment où on est donc avec un payload et puis un chargement protocole QIC, tout le trafic est entièrement crypté. Donc, le trafic a été entièrement protégé par rapport à une présentation. Donc, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne en sécurité, on gagne en vitesse, et on gagne en facilité de déploiement, surtout pour avoir des storage points qui peuvent se trouver en dehors de notre infrastructure. Donc on peut provisionner du stockage Azure et le mettre à disposition dans un Windows Server 2022 sans avoir à se soucier des problèmes de performance que l'on pourrait être en mesure d'avoir. Encore une fois, là j'ai utilisé une ligne giga standard, 1 gigabit, dans mon réseau local. Donc c'est extrêmement rapide par rapport à ce qu'on peut être en mesure d'effectuer ici dessus. Donc ça vaut vraiment la peine. Donc voilà. C'est tout à fait adapté pour une utilisation Edge frontale de serveur ou en mode mobile, d'accord. C'est la prochaine évolution de la partie SMB, ça a été validé par la partie standard IETF, donc c'est un standard SMB, c'est une évolution du SMB 3. Ça utilise donc du TLS 1.3, c'est déjà extrêmement sécurisé, donc avec possibilité d'utiliser des certificats propres à soi ou avec les certificats que l'on peut auto-générer en interne avec nos propres serveurs de certificats. On n'utilise plus du TCP 445, mais maintenant du UDP 443. Donc on passe par l'UDP sécurisé. La partie install de Windows Server 2022, là encore une fois, on n'a rien d'extraordinaire. Hein, je vous dirais, ne croyez pas que vous allez vous trouver face à quelque chose de waouh, pas du tout. La seule chose peut-être que j'ai remarqué, oui, setup beaucoup plus rapide. Donc on voit que le footprint pour l'installation a été amélioré. Donc on retrouve les mêmes distributions. On a toujours le même principe de distribution que jusqu'à maintenant, à savoir des versions standard et data center en mode expérience utilisateur ou avec la Core Edition. Donc, on retrouve les deux. Je vous rappelle que pour ceux qui veulent utiliser du Nano, ça ne peut se faire qu'à travers l'interface de Hyper-V pour être en mesure justement de pouvoir avoir accès justement à ce mode de containerisation dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, le déploiement se fait assez vite. Donc là, bien entendu, je l'ai accéléré juste pour être en mesure de vous montrer que, vous voyez, l'expérience est restée exactement la même. Il n'y a pas vraiment, on va dire, d'effet waouh. Là-dessus, franchement, j'ai pas été vraiment épaté. Autre petite chose peut-être pour les utilisateurs des services de Remote Desktop sur Windows Server 2022, on a un look and feel un petit peu plus proche de Windows 10. Mais c'est effectivement encore relativement, ouais, rien de neuf sous le soleil, si vous voulez bien prendre ça de cette façon-là. Par contre, oui, si vous n'avez pas encore commencé à utiliser Admin Center, faites-le. Faites-le, je veux dire, c'est gratuit, d'accord? Et ça fonctionne très bien, aussi bien si on est uniquement en on-premise que si on est en hybride. Et franchement, c'est un gain de temps énorme pour de l'administration. Donc franchement, je vous le recommande. Donc voilà, là je suis sur un serveur que je viens fraîchement de déployer en 2022. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, hein, expérience de login tout à fait similaire à ce que vous avez sur du 2019. De ce côté-là, absolument rien de neuf sous le soleil. On retrouve toujours le serveur manager. Voilà, donc là on vous invite à pouvoir essayer et à télécharger Admin Center. Ça peut s'installer sur une machine cliente ou sur un serveur. On ne peut pas par contre installer Admin Center sur un contrôleur de domaine. On retrouve aussi un petit peu le visuel de ce que l'on a sur les nouveaux icônes de Windows 11. Donc assez sympathique somme toute. D'accord. Voilà. La partie peut-être qui va être intéressante, comme vous voyez, c'est le fameux Windows Security. C'est là où l'accent a été mis.
justement pour l'amélioration dans l'écosystème Windows Server 2022. Deux, trois petites choses, notamment avec des intégrations de services hybrides, de protection de l'identité, la possibilité donc de protéger les réseaux virtuels que vous allez générer, donc justement avec un niveau d'administration sur la sécurité qui sera un petit peu plus élevé. Si on va dans le rajout des rôles, ben, vous allez voir, il y a certains éléments qui ont été rajoutés, mais encore une fois, rien d'extraordinaire. Donc, il faut vraiment être en mesure de se dire, vous passerez à 2022 simplement si, vous avez un nouveau serveur à déployer, prenez pas l'ancienne version, attaquez directement 2022. Tout ce que vous avez qui tournait sur du 2016 et du 2019 tournera sur 2022 sans aucun problème. Attention, comme j'ai dit, pour les utilisateurs de 2012 ou 2012 R2, si vous avez des VM, il y a beaucoup de modifications à faire au niveau des paramétrages de Hyper-V, du fine-tuning essentiellement pour être en mesure de retrouver, je dirais, des performances qui soient identiques. Beaucoup de gens qui font des migrations de 2012 vers 2019 ou 2022 vont se retrouver tout d'un coup, pourquoi je comprends pas, c'est toujours du Windows, pourquoi mes VM sont plus lentes, pourquoi est-ce que le démarrage prend plus de temps, etc. C'est qu'il y a pas mal de paramétrisations qui ont été rajoutées, notamment sur les optimisations liées au matériel, au stockage et à la gestion justement des nouvelles commandes set processeurs. Donc voilà, Windows Server 2022, c'est aussi téléchargeable en preview gratuite. Donc si vous voulez vous amuser avec 2022, vous pouvez aussi le télécharger. Je vous donnerai le lien d'accès sur la page de téléchargement pour Admin Center et pour Windows Server. Vous le trouvez là, vous voyez. Donc microsoft.com/n-us/evalcenter, evaluate. Et puis là, vous pouvez être en mesure d'évaluer tous les produits. Hyper-V Server 2019, gratuit. Donc, vous pouvez installer une base Hyper-V toute seule, c'est gratuit. Admin Center, téléchargeable également gratuitement. Pas de prix dessus puisque c'est gratuit. Donc voilà, là, on va l'installer. Pour ceux qui n'ont jamais fait une install Admin Center, donc là, vous allez pouvoir être en mesure de le faire. Il y a un prérequis que je vous recommande. Mettez un IS avant d'installer ceci. Sinon, vous aurez une base minimale web. Et honnêtement, là où j'ai vraiment souffert, c'est la première fois que j'ai voulu mettre un certificat de sécurité. Si vous n'avez pas un IS avant, bonne chance. C'est cauchemardesque. Si vous avez votre IS, vous vous retrouvez avec une interface d'administration IS, c'est quand même beaucoup plus commode et beaucoup plus propre, notamment pour la sécurisation au niveau du transport et si vous devez aussi changer les ports d'accès au niveau de l'administration. Donc voilà, ça va configurer tous les éléments, ça va donc mettre en place un service, voilà, et ça nous donne un lien. Par défaut, donc, c'est le port 443. Donc là, je le fais avec une authentification locale, mais comme je vous l'ai expliqué avant, vous pouvez être en mesure d'utiliser de l'authentification avec Azure Active Directory, Windows Hello, etc. Voilà. Donc, hybride, donc ça, c'est la nouveauté avec la version 21.03. Possibilité de gérer aussi bien des serveurs locaux on-prem que des services Azure. Donc là, c'est assez sympa. Bien évidemment, au moment où on doit administrer des ressources Azure, il faut que vous ayez un tenant Azure. Il faut que vous ayez un utilisateur ayant des droits d'administration dans votre tenant Azure. Vous les définissez une fois dans votre Admin Center et boum, vous pouvez commencer à configurer vos différentes options. Bien évidemment que quand vous commencez à configurer des choses dans votre tenant par le biais d'Admin Center, assurez-vous que vous ayez aussi les finances qui vont derrière. Donc que vous ayez donc un mode de gestion des coûts par rapport à votre tenant Azure qui soit correctement établi, sinon vous risquez d'avoir quelques surprises, notamment sur la consommation. Donc comme je l'ai dit, support de Kubernetes, la gestion de la sécurité, la centralisation du contrôle des mises à jour de Windows, l'ensemble de la gestion des certificats que l'on peut être en mesure d'avoir sur les serveurs, Azure Backup, entièrement pilotable depuis là, le monitoring. Alors ça, c'est un très gros élément puisque pour ceux qui sont intéressés à faire du monitoring, on a donc toute une partie en real-time qui est gérée dans Admin Center, mais on peut être en mesure de déployer aussi du monitoring à travers des services Azure, comme par exemple avec Azure Operation Manager ou avec la partie Sentinel qui est donc l'élément un petit peu de sécurité qui va superviser les couches de sécurité de votre environnement. Possibilité de faire du remote desktop directement depuis la fenêtre web pour accéder en mode web directement sur le bureau de votre Windows. Donc on gère des serveurs, on peut gérer des PC, on peut gérer des clusters, donc des clusters Hyper-V ou des Azure Stack, du Kubernetes et des Azure VM, donc directement piloter la création et la gestion de nos machines Azure depuis Admin Center. Donc vous voyez, c'est un très bon compromis pour du on-prem, mais aussi pour gérer des services dans le cloud.
Donc c'est un petit peu la console qui a un pied dans les deux mondes et qui se trouvait être extrêmement pratique. Donc voilà, je peux après mettre des tags pour être en mesure de rechercher des machines par rôle, par besoin applicatif. Donc on peut en plus de ça gérer ce genre de choses, je dirais, à travers donc cette interface. On peut bien entendu exécuter en remote du PowerShell directement, soit en balançant un fichier, soit en faisant un simple copier-coller directement dans les machines, ou sur des groupes de machines. Donc je peux balancer un script et l'exécuter en simultané sur toutes les machines en une seule fois. Là encore une fois, le but c'est quoi? C'est d'avoir un environnement qui soit click-friendly, je devrais dire. Okay, donc voilà, ça c'était l'utilisation d'Admin Center dans Windows Server 2022. Sympa quand même hein, comme outil, je trouve qu'il est assez cool. C'est quelque chose d'assez sympa à utiliser, et puis bon, faut en profiter, c'est gratuit. Un petit lien en référence ici, docs.microsoft.com, où vous avez justement tous les changements concernant Windows Server 2022 qui ont été résumés. C'est-à-dire un petit peu ce que je vous ai expliqué, quelques petits détails par rapport notamment à la partie transport, sécurité et autres. Ensuite, bien évidemment, je vous recommande fortement les vidéos de Microsoft Mechanics où vous avez aussi une intro et une présentation de Windows Server 2022. Je n'ai trouvé qu'une seule vidéo actuellement. Ce n'est pas le sujet d'Ignite que Microsoft a vraiment volontairement voulu mettre en avant. On a eu Windows 11 que je vous ai montré juste avant. Et l'autre surprise que Microsoft nous a annoncée, c'est ce que je vais m'apprêter à vous présenter maintenant, c'est Windows 365. Alors, qu'est-ce que c'est que Windows 365 ? L'idée, c'était, vous n'avez pas encore expérimenté l'hybridation dans le monde Microsoft. Donc, vous avez soit déjà aujourd'hui une gestion avec des desktops, avec peut-être une administration centralisée, mais vous avez encore du physique, et éventuellement des services dans le cloud. D'accord ? Je dirais que c'est une offre qui ne va pas s'adresser à tous les utilisateurs d'une entreprise. Mais disons que aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on vit depuis maintenant presque 2 ans, on est avec des gens qui doivent travailler à distance. Alors, on a deux philosophies. C'est soit vous fournissez un ordinateur d'entreprise à quelqu'un, ça veut dire que vous devez le provisionner, vous devez l'installer, vous devez le mettre en route, d'accord ? Vous devez gérer cette machine physiquement, c'est quand même de l'administration que vous devez gérer. Soit vous mettez en place ce qu'on appelle du Virtual Desktop Interface, donc une infrastructure de bureau virtuel. Mais ça sous-entend quoi? C'est que je vais avoir besoin de serveurs derrière, je vais devoir administrer ces serveurs, je vais devoir les installer, je vais devoir payer des licences. Si tout d'un coup, mes employés sont des endroits où la bande passante est faible, je vais peut-être être tenté d'utiliser des produits comme Citrix, donc j'aurai encore un coût supplémentaire à devoir rajouter là-dessus. D'accord? Et Microsoft s'est dit, pourquoi ne pas prendre toutes ces choses-là à charge, donc c'est-à-dire que oui, on va assumer une partie du coût, mais en fait, vous ne consommez que le service. Vous dites, OK, toi, tu as besoin de quoi? Je vais installer ces applications-là, je vais faire ça avec mon ordinateur. Très bien. Donc, on sait que pour tel type d'usage, on va avoir plusieurs offres de configuration qui vont être nécessaires. Et en fait, ça va fonctionner de la façon suivante. Vous prenez une licence Windows 365, vous choisissez une configuration, vous la louez à un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs, fini, ça se déploie tout seul. C'est vraiment ça. Hein. Donc, l'idée, c'est quoi? On peut personnaliser nos machines. On va pour être en mesure de pouvoir avoir toute la partie sécurité qui va être prise en charge. Donc, si vous avez déjà sécurisé votre environnement Microsoft 365, toutes les policies qu'on peut avoir, donc de la double authentification, la gestion donc du SSO, du MFA, enfin, toutes ces choses-là, pris en charge automatiquement. On peut le streamer sur n'importe quel device. J'ai essayé, je me suis amusé un petit peu avec un iPad. J'ai même pris un Raspberry avec une distribution Linux dessus, puis un client RDP sans problème. Donc, le but, c'est quoi? C'est de dématérialiser le desktop. Mais je ne veux pas avoir à gérer les ressources centrales. Microsoft me dit, tu consommes le service, point barre. L'autre chose aussi, c'est que, bien entendu, beaucoup de gens se sont dit, ça rentre en conflit direct ou en concurrence avec le Virtual Desktop dans Azure. Oui et non. Le Virtual Desktop dans Azure, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je vais devoir, moi, préparer une estimation de ce que ça va me coûter. Quand je travaille avec Azure, je suis toujours obligé d'anticiper quels seront les coûts. Tandis que là, non. On a un tarif plat. J'ai un tarif unique. Que je l'utilise 1 heure ou que je laisse ma machine tourner H24, c'est exactement pareil. Donc, on n'a plus ce souci de la calculation de ressources. C'est quand même assez intéressant. On va disposer aussi
de l'accès à une bande passante quand même assez confortable du côté Microsoft. Alors, expérience faite depuis lundi, parce que je suis en train d'utiliser donc du Virtual Desktop depuis lundi avec Windows 365. Dans la vidéo, ils ont vendu du rêve. Hein. Ils nous montraient des bandes passantes qui allaient jusqu'à 10 gigas. Ouais, parce qu'ils étaient tout seuls. Depuis le lancement du service, le lancement de service a été quelque peu difficile. Donc ça a été lundi, en fin de journée, que ça a été lancé. Et j'ai fait mes propres mesures, et puis on arrive à 1 giga sur une machine, mais pas 10 gigas. Pas 10 gigas. Quelle que soit l'offre. Donc actuellement, que ce soit une offre business ou entreprise, donc on a 2 offres. Ces 2 offres vont dépendre aussi du mode d'administration. Si vous êtes déjà avec du Microsoft 365 et que vous gérez déjà des machines, eh bien vous pourrez gérer du provisionnement, du déploiement, créer des templates aussi à travers Endpoint Manager. Donc ça, c'est un des rajouts qu'il y a eu dans Endpoint Manager. Je ne le couvre pas ici, parce que ça va être quelque chose qui fera l'objet très probablement d'une formation qui va être générée, qui va être créée prochainement, mais ça fera partie donc d'une des très grosses améliorations qu'il va y avoir dans Endpoint Manager. C'est la possibilité pour les entreprises de provisionner pour des groupes d'utilisateurs ou pour des utilisateurs individuels des configurations avec des paramètres et surtout les applications d'entreprise qui seront pré-déployées dans la machine. Temps moyen de génération, entre 15 minutes à 1 heure selon les configs. Donc, par utilisateur. Donc, bien entendu, si vous dites je dois en générer 100, ben en 1 heure, vous aurez donc vos 100 machines qui seront prêtes à l'emploi. D'accord. Je vais juste voir si je peux basculer ma partie vidéo et revenir sur mon mode de présentation initial. Voilà, pour revenir où j'en étais juste avant. Alors, un tout petit instant. Où est-ce qu'il est? Je vais le retrouver. Voilà. Parfait. Donc, globalement, ils appellent ça le Cloud PC. Cloud PC. C'est ce que vous aviez déjà dans du VDI, mais c'est du VDI façon on demand. D'accord? C'est du VDI as a service. Donc, tu as besoin de quoi? Ah, j'ai besoin de tant de processeurs, tant de RAM, tant de stockage. Donc, on a des offres qui sont bundlées. Hein. On peut pas modifier tout ce qu'on veut, mais on a des offres qui sont bundlées. On peut upgrader ou downgrader nos offres comme on le veut. Ça aussi, c'est quand même quelque chose d'assez sympa. On peut utiliser, donc, on utilise le transport avec le protocole RDP. C'est sécurisé derrière, bien évidemment, la dernière génération. Ça fonctionne avec des configurations, avec des offres business ou entreprise. Pour l'instant, c'est du Windows 10 et l'update sur du Windows 11 sera possible sans coût additionnel. Ça veut dire que c'est Microsoft qui prendra en charge la transformation de votre Cloud PC de 10 à 11 sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Donc, ça sera vraiment un upgrade automatique, si vous voulez, de votre espace de travail. On peut l'attaquer à travers un browser aussi. Donc, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de se connecter à notre desktop virtuel via un browser. Donc ça, c'est quelque chose d'assez sympa. Donc, tous les browsers modernes qui vont être en mesure de pouvoir être utilisés peuvent fonctionner avec ça. J'ai utilisé différents types de browsers. J'ai pas encore eu de problème particulier avec une version ou avec une autre. D'habitude, quand on travaille aussi avec différents OS, que ce soit donc du Mac ou du Linux ou autre chose, on peut des fois rencontrer quelques problèmes. Là, ils ont vraiment poussé pour être en mesure d'avoir une compatibilité assez importante. Donc, on est sur des standards sur l'utilisation de l'affichage de l'environnement desktop. J'ai été surpris aussi de voir la fluidité dans l'utilisation. Donc voilà, plusieurs types de configurations que l'on peut être en mesure de personnaliser. Comme je l'ai expliqué, déployable à travers donc en mode manuel. Donc extrêmement simplement, ou à travers l'ancien Intune, donc Endpoint Manager. Donc, ça peut fonctionner comme étant un bureau que l'on va dédier à du personnel se trouvant en dehors de notre structure. Donc voilà, imaginons, voilà, vous êtes une entreprise, vous êtes peut-être un consultant qui vient, ok, ben, on va te donner à disposition un espace administré par nous, tu te connectes depuis n'importe où avec ce que tu veux. Mais ben voilà, ça sera avec les règles et la gestion et le suivi que l'entreprise peut être en mesure d'apporter dessus. This is a Cloud PC. And so is this. And this. And this. Now any device can be a Cloud PC with Windows 365.
Hybrid work is here. With Windows in the cloud, embrace flexibility in how, when, and where you work. Streaming your personalized Windows experience from the Microsoft Cloud. Your cloud PC is always current, so pick up where you left off. All your apps, content, and settings ready wherever your work takes you. Integrated management and security with everything in the cloud. Scale on demand to meet your needs with company-owned or personal devices. All one seamless experience that's just a few clicks to deploy. The world of work has changed, so we're changing how you get Windows. Streamed from the cloud to any device to unlock your business's full potential. Hybrid Windows for a hybrid world. Welcome to Windows 365. J'adore leurs vidéos, trop chouette. Donc, petite démo, hein, petite démo sur comment provisionner. Je vais utiliser le mode de provisionnement manuel et vous allez pouvoir vous rendre compte que c'est somme toute assez simple à faire. Alors, voilà. Donc là, je suis sur mon tenant Microsoft 365. Donc la première des choses que je fais, c'est que je vais aller acheter mon service. C'est-à-dire que je vais choisir la config que je veux. Donc quand vous allez dans la partie achat de service, ben maintenant vous avez cette offre Windows 365 Business. Business avec des avantages hybrides jusqu'à 300 utilisateurs. Hein, donc c'est toujours donc Business jusqu'à 300 utilisateurs. Enterprise quand on va avoir plus de 300 utilisateurs. Et ben, vous pouvez choisir ici. Donc là, vous avez le pricing et les différentes configurations. Il y en a certains qui vont dire, mais waouh, ça fait mal, c'est cher. Rappelez-vous, vous gérez rien. Vous ne consommez que du service, donc derrière, il y a des coûts quand même d'infrastructures qui sont quand même imputés. Donc voilà, là, vous avez donc les différentes approches, les différentes offres. Donc vous pouvez aller sur la page et voir le sizing, ou depuis ici, vous sélectionnez le plan que vous voulez. Je vais partir sur une config avec 2 vCPU, 8 Go de RAM et 128 Go de disque. Pour une machine de bureautique de base, c'est assez simple. Donc voilà. Je l'ai acheté, donc là j'aurai un coût moyen, enfin j'aurai un coût de 51 francs 48, un coût fixe pour une machine. Ça peut sembler cher, certes, mais quand on doit calculer ce que coûte réellement du VDI en implémentation, en connaissance et en service, ça reste quand même assez compétitif. Voilà, donc une fois que j'ai pris cette licence, ben, je vais me la louer. Voilà, donc là je vois toutes les licences que j'ai à disposition. Je sélectionne donc la licence que je viens de me créer. Voilà, saving, boum, c'est fait. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va y avoir un mécanisme qui va se lancer. Et si je vais ici, pour l'instant, dans le menu, vous ne verrez rien du tout. Ça viendra après. Il va y avoir un rajout qui va apparaître qui s'appelle justement Windows 365. D'accord? Et ce Windows 365, eh bien voilà, quand vous tapez windows365.microsoft.com, eh bien, vous allez pouvoir être en mesure de pouvoir y accéder. Et là, on peut voir justement le PC est en cours de préparation. Après un certain temps, voilà, le PC est là, on peut renommer et on peut être en mesure d'accéder à différentes ressources. Donc là, si je clique sur la roue dentée, je peux le renommer, je peux la redémarrer, je peux la resetter pour la remettre complètement from scratch, sans avoir besoin de recréer une machine. Et ici, j'ai différents clients de connexion en remote desktop que je peux avoir pour du Mac, pour du Windows, de l'iOS ou de l'Android, donc pour la plupart des plateformes que l'on a aujourd'hui. Ou alors, Open in Browser. Donc si je fais ceci, je vais sélectionner quelles sont les ressources locales que je vais être en mesure d'employer, transfert de fichiers possible, voilà, je vais autoriser mon accès, je me connecte, on me demande mon crédentiel, ce que je mets. Voilà, soumettre. Et boum, j'ai mon Windows 10 qui est là. Donc là, j'ai déjà, donc ça vient de facto déjà avec Office 365 préinstallé, préconfiguré, mais vous pouvez très parfaitement rajouter vos propres applications. Il n'y a aucun souci. Quelques paramètres depuis le browser où on peut être en mesure d'améliorer l'éditeur de méthode d'entrée, ça c'est assez pratique. On peut télécharger un fichier RDP. Avantage, c'est que ça nous permettra d'utiliser n'importe quel autre type de client RDP compatible pour accéder à notre bureau virtuel. Ce qui va arriver, donc c'est pas encore disponible, mais ça arrivera justement pour les clients Enterprise, ça sera la publication en mode remotable, c'est-à-dire que depuis le desktop, je vais pouvoir être en mesure de streamer l'affichage que des applications et je pourrai le voir apparaître typiquement si vous utilisez
les clients Modern App de RDP de Microsoft. Donc avoir en plus de ça la possibilité de publier les applis depuis des clients. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez sympa. Peut-être juste, voilà, j'ai mon OneDrive qui est automatiquement populé. Je vois l'unité d'accès pour l'unité locale dans laquelle justement je peux avoir du storage. Petite chose aussi, peut-être voir la config matérielle. Donc vous allez voir, c'est pas vilain. Donc c'est du Xeon Platinum 2,6 GHz. Donc là j'ai mes 8 Go de RAM. Donc bien entendu la machine est automatiquement activée, rien de particulier à faire, et il me l'a directement déployé en Windows 10 21H1. Voilà, donc dernière version Windows 10. La machine est fin prête, donc là à partir de là, je peux être en mesure de commencer à m'amuser. Donc bien évidemment, si j'avais populé mes URL et puis mes différents favoris dans Edge, ils apparaissent. Et juste pour le petit fun, voilà, le speed test je l'ai fait, c'était hier. J'ai remarqué aujourd'hui une petite amélioration sur la bande passante, mais donc je pense que comme il y a beaucoup de gens qui ont commencé à vouloir tester le service, on a encore des bandes passantes qui ne sont pas tout à fait au top. Donc voilà, là vous voyez, on arrive à presque un peu plus d'1 giga en download. On a des pics, on a des variations, on sent qu'il y a encore de la fluctuation au niveau de la bande passante, c'est pas encore ça, mais c'est déjà pas mal. En tout cas, c'est plus que confortable pour un usage normal. Pareil donc en upload. Donc on est en symétrique, on est vraiment avec une qualité qui est pas trop mauvaise. Mais quand même, on sent des fluctuations par rapport justement aux outils de mesure. Donc là, selon les speed tests que vous avez, je vous recommande de pouvoir peut-être le vérifier ou de le tester régulièrement. Vous verrez, ça peut varier. Mais bon, là, on reste quand même avec, on va dire, une bande passante par rapport à une machine distante qui reste tout à fait convenable. J'ai installé différents types d'outils. Je me suis testé du multimédia pour voir au niveau de l'audio si ça laguait au niveau de la vidéo. J'ai été surpris de voir que ça fonctionne extrêmement bien. Donc c'est vraiment très stable de ce côté-là. Pas eu de surprise particulière dans son utilisation. Voilà, c'était Windows 365. Alors, par rapport à ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui, je suis arrivé au bout. Il nous reste à peu près 9 minutes. Je vous laisse ce temps-là, si vous le souhaitez, pour me poser des questions. Vous pouvez ouvrir vos micros, allez-y. Open bar. Pas de questions. Ah, de bleu. J'étais clair comme l'eau de roche alors. Moi, j'ai une question, Michel. Il me semble qu'à un moment, tu as parlé d'Endpoint Manager et tu étais en train de parler de Windows 365. Oui. Il y avait un lien entre les deux où tu parlais de ce qu'Endpoint Manager pouvait faire. Non? Alors, on peut générer les configurations et la distribution des machines Windows 365 depuis Endpoint Manager. Ok. Donc, je ne sais pas si tu veux voir ça, je te le montre volontiers. Ouais, si tu as sous la main, mais en fait, c'était... je sais pas s'il y avait un lien, ouais. Ça me paraissait logique, que tu puisses le faire. Ouais. Alors, il faut la licence Enterprise. Donc, ça sera à travers une version Enterprise qu'on peut être en mesure de le faire. Ça ne marche pas avec les business. Avec les business, avec avantage hybride. Donc là, oui, mais ça sera quelque chose qui, pour l'instant, ne fonctionne pas encore à 100%. Alors, laisse-moi juste partager mon écran. Boum, voilà. Donc là, je suis sur mon tenant. Je vais sur ma console d'admin. Et je vais sur la partie Endpoint Manager. Et si je vais dans la partie maintenant, vous voyez, on a l'actualité justement ici. Et dans la partie appareil, j'ai le provisionnement Windows 365. Par contre, quand je clique ici dessus, comme on voit que je n'ai aucune licence associée avec les avantages hybrides, eh bien, je n'ai pas la possibilité de pouvoir créer un template. Ces templates ou cette modification n'apparaissent que si on a enregistré bel et bien une licence pour un des users avec Azure Active Directory, bien entendu, pour être en mesure de dire, OK, par rapport à un groupe d'utilisateurs ou un utilisateur en particulier, je veux lui appliquer certains paramètres. Et là, on rentre dans les différentes stratégies que l'on a dans l'administration de Endpoint Manager. Ça répond un petit peu à ce que tu voulais, Guillaume? Oui, ça répond, ça marche, merci. Je t'en prie. D'autres questions? Oui, une question pour Windows 365. On est d'accord que c'est pensé pour être utilisé purement cloud, c'est-à-dire avec du SharePoint ou le OneDrive Enterprise ou quelque chose comme ça. Tu vas pas le mixer avec un environnement traditionnel.
Alors oui, tu peux. Ça, c'est aussi un des très gros avantages de l'hybridation avec Windows 365. Si tu vas avoir un environnement en mode hybride, par exemple, tu dis, OK, je veux pour être en mesure d'avoir du VDI, mais je veux pas avoir à gérer les serveurs. Imaginons que tu déploies, par exemple, des terminaux, d'accord? Tu peux parfaitement utiliser ces terminaux pour te connecter à un environnement Windows 365. C'est le même principe que ce que l'on avait déjà avant pour du RDS, par exemple, sur des serveurs physiques. Sauf que là, tu gères plus de serveurs. Ouais. Par contre, ce qu'il va falloir, c'est d'être en mesure d'établir du bridging avec justement tes services. Donc, il faut que ton environnement Azure AD soit connecté avec ton environnement Active Directory local pour être en mesure aussi de populer donc des accès sur les file servers. Et à partir de là, tu peux être en mesure de justement rediriger la présentation de tes points de stockage locaux, donc par exemple des file servers, sur des machines 365. De plus, on peut être en mesure d'utiliser la connexion après par ce biais-là pour permettre justement de la gestion au niveau de l'enregistrement de ces desktops virtuels. Par contre, on utilise Azure AD, on n'utilisera pas Active Directory. Donc, ce qui veut dire que tu vas passer par un endpoint manager pour dire voilà quels sont les types d'accès que je peux donner sur mes serveurs de fichiers. Et bien évidemment, il faut populer donc des accès sur tes serveurs de fichiers avec quelque chose qui te permette d'accélérer la chose. Je dirais que typiquement par rapport à ce qu'on a vu, c'est là où ça devient intéressant d'avoir du Windows Server 2022 avec la compression pour être en mesure d'accéder et faire des transferts de fichiers de grosse capacité par ce biais de connexion-là. Ok, d'accord. Voilà. D'autres questions? Pour toi, c'est quoi le segment que Microsoft veut toucher avec cette offre Windows 365? Je dirais que c'est vraiment l'idée de vouloir... La TPE, non? Alors, TPE, ou une entreprise qui est pas prête informatiquement à être en bureau à distance et puis qui est dans l'urgence et qui tout d'un coup doit pouvoir avoir un service. Mais sur le long, c'est pas une solution long terme pour moi, c'est une solution un peu pour dépanner quoi, parce que si oui et non, tu peux diminuer tes coûts en... je dirais, alors il y a une partie pour les indécis. Je dirais que c'est une solution qui est pratique pour les indécis qui ne veulent pas passer dans le VDI mais qui ont un besoin immédiat. Donc justement, comme je le mentionnais au début, on est maintenant dans une période où on a quand même encore pas mal de gens qui travaillent à distance, mais où on n'a pas forcément ni la connaissance, ni la compétence, ni l'envie de mettre en place du VDI. D'accord? Parce que ça a un coût. Ça a un coût humain, il faut avoir des compétences pour le faire. Que tu les aies en interne ou que tu les délègues dans une société de service, in fine, le coût, il est quand même là. Il faut du matériel, il faut payer des licences, et c'est des choses que certaines entreprises ne vont pas vouloir avoir à investir. On a aussi des cas de figure où on veut être en mesure de facilement commissionner ou décommissionner des environnements de bureau sans avoir besoin d'une administration qui soit trop lourde. Donc là, de nouveau, tout peut se faire à travers l'endpoint manager et on peut le faire de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide sans avoir besoin de réinventer à chaque fois des modèles. L'autre avantage, comme tu ne gères pas de serveur, tous les services associés dans l'administration de ces modèles de machines est entièrement géré par Microsoft. Alors, c'est ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, tu ne choisis pas quand ton cycle de mise à jour va s'effectuer. Ça, c'est un problème. Si tu l'administres toi, c'est toi qui décides quand tu fais la mise à jour de tes templates, c'est toi qui détermine quand tu fais la mise à jour d'une application, etc. Donc là, on est entièrement infogéré par Microsoft. Donc c'est aussi en train de s'adresser aux entreprises, et comme je l'ai dit au début, c'est pas quelque chose que je vais déployer pour tous les employés d'une boîte. Ce sera peut-être uniquement que pour certains utilisateurs dans certaines conditions que ça pourra être utile. Mais ça peut s'adresser aussi bien pour du petit, moyen, mais également pour du très large. D'où l'idée justement d'avoir cette association avec Azure AD et les services Endpoint Manager. Ok? Ok, merci. Personne d'autre? Non? Ben voilà. Ben, je vous remercie déjà de votre attention. C'était super sympa de pouvoir vous avoir là. Donc, comme je l'ai dit, la vidéo est enregistrée. Je vais arrêter l'enregistrement. Je la mettrai à disposition dès que ça sera monté. Je vous remercie. Et puis, je pense que très probablement, si d'autres personnes sont intéressées, on aura aussi une session qui se fera prochainement en anglais. Donc, je vais refaire un petit peu tout ceci, mais en anglais. J'ai pas encore décidé de la date, je vais essayer de le faire quand même assez prochainement, étant donné qu'on a quand même pas mal de choses qui viennent dans les updates de Microsoft.
Donc l'idée, c'est de maintenir quand même quelque chose de ce type-là. Voilà. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de semaine et à tout bientôt. Au revoir. Merci. Ciao, ciao. Merci Michel. Bon après-midi à tous. Ciao, ciao.